Oui, bonjour à tous. Donc, comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, et vous allez pouvoir le vérifier avec les températures qu'on a actuellement et puis les chaleurs, comme on a eu déjà dans le passé, hein. Comme il y a eu en 76, comme on a eu en 2003, comme on a eu en 89, comme on a eu en 90, et puis autrefois, même si c'est vrai que le soleil est beaucoup plus brûlant qu'il était il y a 40, 50 ans ou 60 ans, ça fait partie de notre métier. Et ça rentre dans les modes de calcul du coût de production. Comme c'est pour d'autres entreprises. Vous connaissez des entreprises, je vais vous en citer quelques-unes, celles qui travaillent pour la pose des goudrons sur les routes. Il y a des périodes où ils sont en intempérie. Alors, pas souvent par la chaleur, mais par le gel, hein. Eh ben, c'est compté dans leur coût de production. Vous avez des entreprises, voilà, moi j'ai des amis qui travaillent dans ces domaines-là, ils sont des fois 3 semaines ou un mois en genre de chômage technique, c'est compté dans le coût de production de l'entreprise. Donc nous, la sécheresse, ben, voilà, c'est comme ça. Les inondations, ça fait partie de notre métier, ça doit s'appréhender dans les études d'installation et dans le coût de production. Et les vrais enjeux, c'est les 1600 milliards, la consommation du budget des ménages. Dans ces 1600 milliards, il n'y a que 15,9% qui vont à la consommation pour l'alimentation. Nous, on n'a que 6,50 €. L'enjeu, il est là. C'est la répartition dans ce chiffre-là. Ce n'est pas augmenter le prix au consommateur, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le prix final. C'est dans la chaîne de valeur. Il faut revoir le modèle parce que c'est le secteur marchand qui prend la marge de l'agriculteur, puisque l'agriculteur n'a pas sa facture. Et plus vous allez augmenter les volumes, les gars, plus vous allez monter en production, plus vous couvrez le secteur marchand et tertiaire, les gens qui nous entourent, plus vous allez consolider les gens qui vivent sur l'agriculture. Vous allez faire plus de volume pour essayer de maintenir votre salaire. Voilà, vous m'avez envoyé des témoignages, je vous remercie. Vous avez doublé, triplé, il y en a un, il m'a dit, je produis 4 fois plus que quand je me suis installé pour essayer d'arriver à me prélever entre 1000 et 1500. 1500. Certains se prélèvent 1800, mais ce n'est pas avec amortissement. Quelqu'un m'a appelé récemment en me disant, moi par moment, je me prélève 2000, 2000, 2002. Et je lui ai demandé si c'était avec amortissement. Et il m'a répondu que non. Les bâtiments d'exploitation, toutes les grandes stabulations sont amorties. Donc c'est bien ce que je dis. Avec amortissement, ça ne passe pas. Et les prix qui sont donnés aujourd'hui, vous m'avez envoyé des articles, ça bouge en volaille, ça bouge un peu partout, les gens bougent, mais le syndicat FNSEA, notre entourage va faire diversion. Parce que eux, ils veulent garder la gamelle. Ils vont faire diversion. Donc, ils vont aller sur le terrain, la sécheresse, la loi du plomb, alors que la loi du plomb va rien résoudre. Elle a quelques éléments qui sont bons sur l'embroglio administratif où des fois on passe beaucoup de temps, mais globalement, la loi du plomb n'est pas bonne. Elle va rien solutionner aux problèmes agricoles. C'est pas la loi du plomb le problème, c'est le revenu des paysans. La loi du plomb, elle va en contraste avec un modèle agricole qui est-ce qu'on veut plus de chimie, moins de chimie ou diminuer la chimie? C'est un débat de société. Mais la loi du plomb ne répond en rien au problème agricole. Le problème agricole, les gars, c'est que là, tout le monde va crier au loup pour la sécheresse. Et la vérité, c'est que si on avait un modèle digne de ce nom, avec des vrais revenus, on devrait tous avoir une année d'avance. Et j'ai le grand regret de vous dire que toutes les comptabilités qu'on a au SAMU social agricole et tous les contacts qu'on a à travers la France, il y a très peu d'agriculteurs aujourd'hui, très très peu. C'est une infime minorité qui n'ont pas d'avance sur la PAC. On a tous une année de retard à la PAC, puisque les banques maintenant financent autour de 80, 80-85%, des fois 90, mais plutôt 80, parce qu'ils prennent une marge de sécurité en cas de contrôle ou en cas de baisse de la PAC. On a tous une avance sur la PAC, plus des avances court terme trésorerie sur les mises en culture, que peu importe les mises en culture, que ce soit de l'orge,
du blé, des maïs grains, etc., etc. Bon, voilà la situation. Donc, nous faudrait une année d'avance de trésorerie, hein, pour appréhender les sécheresses et tout, un vrai prix à hauteur des coûts de production. Et on a une année de retard de trésorerie. Alors là, vous allez voir tout le monde en septembre. Là, c'est les récoltes. Vous allez voir la FNSEA qui va remanipuler les petits soldats qui vont foncer tête baissée sans réfléchir par rapport à la sécheresse. Mais le problème, ce n'est pas la sécheresse. Le problème, c'est d'avoir un revenu, hein. Et si on avait un revenu, ben les sécheresses, on va les passer. On va s'adapter. On va acheter des fourrages, on va acheter des aliments, parce que c'est pas des sécheresses tous les ans. Puis après, il faut adapter son outil. Qui c'est qui est touché pendant les sécheresses? La grande sécheresse de 76, qui c'est que ça avait beaucoup touché? C'est les gens qui avaient 2 ou 3 vaches à l'hectare. Ceux qui avaient des modèles déjà raisonnés, en autonomie, avec un peu d'extensif, ceux-là, ils ont souffert bien moins que les autres. C'est toujours la surproduction, l'endettement qui nous emmène dans le mur. Donc, nos modèles, faut les adapter suivant nos exploitations, suivant nos départements. Et il y a des endroits qu'il faut l'irrigation, c'est indispensable pour nourrir les animaux ou pour tenir les cultures, pour ceux qui font les grandes cultures. Mais faut les raisonner suivant les conditions pédoclimatiques. Faut pas faire du maïs partout. Mais faut pas arrêter le maïs. Il y en a besoin aussi. Le maïs, il y a besoin de verdure. Il y a besoin de verdure. Donc des prairies, et le maïs en fait partie, hein, pour les bilans carbone. Mais il faut qu'il soit raisonné sur les territoires. Sinon, vous allez dépenser des sommes faramineuses d'irrigation, parce que l'irrigation, il y a irrigation et irrigation. L'irrigation du maïs, quand on fait 2 passages d'irrigation, 3 passages, bon, ça peut être bien, ça assure une récolte. Une année on en fait 3, une année on en fait 2, une année on en fait 1. Mais quand on est dans des types de sols, comme moi je connais, où il faut faire 10 à 12 passages d'irrigation pour faire le même rendement, voire moins de rendement que celui qui en fait 2, ou celui qui en fait pas du tout, qui est en Bretagne, qui n'a pas besoin, ben, c'est un non-sens économique. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre ça. Donc il faut radapter le modèle agricole. Le problème, c'est que nos instances politiques et chambres d'agriculture ne sont pas pour le discours que je viens de vous tenir. Eux, ils sont pour que les petits soldats continuent d'investir, quels que soient les territoires, qu'ils achètent des gros tracteurs, qu'ils fassent des cultures et qu'ils fassent des charges, qu'ils fassent tourner l'agro-industrie, les magasins de matériel, les magasins de semences, de traitement et autres. C'est ça, c'est tout. Faut pas les chercher plus loin. Pourquoi un agriculteur est soutenu? Pourquoi on voit des endettements énormes, plus que dans d'autres secteurs? Ben parce que l'agriculteur, il fait vivre un tas de monde autour de lui. C'est la raison pour laquelle maintenant, si vous n'êtes pas au courant, les coopératives avancent 70 000 euros. Il avance 70 000 euros aux gens pour qu'ils s'installent. Alors, je pense notamment au porc, mais pas que le porc, d'autres productions. Et ça y est, l'agroalimentaire, les coopératives, c'est déjà commencé depuis des années, vont mettre de l'argent dans certains projets, dans les outils, pour qu'il y ait un petit soldat qui reprenne l'élevage. Parce que la peur qu'ils vont faire, le gars, il est attaché. Il va tout falloir prendre chez eux. C'est dans les conditions. Les semences, les engrais, les aliments et tout. Ils vont se récupérer. 70 000 euros, comme vous contrôlerez plus le prix de vos aliments et tout, ben vous allez payer, le taux d'intérêt, il est bien plus de 10%, si vous preniez le temps de le calculer. Mais bon, certains vont s'installer comme ça parce qu'ils vont se faire piéger, parce qu'ils n'auront pas le financement bancaire. Donc ils vont aller avec une petite partie bancaire, une partie coopération agricole. Et là, bah, c'est les chaînes. Vous avez les chaînes aux 2 poignets et aux 2 pattes. C'est tout. Et là, il faut filer tête baissée. Et contrairement à ce que certains pensent, vous ne ferez pas 15-20 ans, hein. Parce qu'une fois qu'on est engagé là-dedans, faut toujours investir. On ne peut pas se sortir comme ça de ces schémas-là. C'est très compliqué de sortir de ces schémas-là une fois qu'on a investi. Donc, j'ai rencontré des jeunes ce week-end, hein, des jeunes agriculteurs qui voulaient s'installer, hein, un débat très intéressant, hein, et je les ai amenés à réfléchir. Moi, je dis pas qu'il faut pas qu'ils s'installent. Moi, il n'y a pas de problème. Il faut renouveler les générations, mais il faut réfléchir. Il faut faire un business model pour voir les tenants et les aboutissants.
Et moi, je leur ai dit, à moins de 3 000 à 4 000 euros par mois, pour moi, faut pas s'installer. Moi, c'est mon avis personnel. Mais après, je sais qu'il y en a beaucoup dans le monde agricole qui se contentent de 1 000 euros. Ceux qui veulent travailler avec 1 000 euros, moi, je les laisse. Mais ça sera pas ceux que je vais conseiller. Et ça sera pas mes enfants. Et ça sera pas mes amis ou mes neveux. Je vais pas conseiller 1 000 euros. Parce que ça, 1 000 euros, c'est de l'esclavage. Et je les ai surtout amenés à réfléchir sur un point. Est-ce que vous connaissez dans le reste de la société beaucoup de métiers où on investit 200, 300, 400, 500, 600, 1 million d'euros, par exemple, dans les poules pondeuses ou autres, plus d'1 million d'euros, pour se prélever 1 000 euros et travailler 7 jours sur 7. Vous en connaissez beaucoup qui font ça? Moi, j'en connais pas. Parce que la réalité, c'est 1 000 euros. Et si quelqu'un veut faire un débat un jour avec moi, je l'attends. Je le dis et je le répète, c'est très important. Si un jour quelqu'un demande un débat, vous donnez mon nom. Et si vous pouvez me trouver quelqu'un avec amortissement en élevage qui sait prélever 2 000 euros par mois, vous m'appelez tout de suite. Philippe.Grégoire22, vous m'appelez tout de suite. J'ai bien dit tout de suite. Parce que ça n'existe pas. On a mené des enquêtes avec des journalistes d'investigation, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que notre problème central, c'est la rémunération. Faut pas tourner autour du pot, c'est la rémunération. Voilà. Et tous ceux qui vont vous parler du reste, ça va être dans l'intérêt de cacher ce problème-là et de continuer à vous faire travailler et continuer à vous faire investir. Après, il y a plein d'autres problèmes, hein. Ça, on est d'accord, hein. Mais le problème central, il est celui-là. Si vous faites 70-80 heures semaine pour ramener 1 000 euros de moyenne, avec les emprunts qu'on a sur le dos, ce n'est pas acceptable. Et pas d'assurance en cas de maladie, parce qu'on a 30 euros par jour, donc autant dire rien du tout. Donc, l'enjeu, il est là. Et là, ça va être sécheresse, 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 nos pauvres agriculteurs, faut sortir des plans calamités, faut décaler les emprunts. Non. Si on avait eu une vraie politique agricole française et européenne, il n'y aurait rien à faire. On est assez grand pour passer les sécheresses. Simplement, il faut qu'on reprenne ce qu'on nous a volé, notre facture. À bientôt.